Bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation. Je tiens à remercier mes collègues pour cette belle organisation et la thématique. Ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est des pistes de réflexion. En 2021, j'ai publié un article sur Averroès où j'étais vraiment intéressée par la conception de dialogue interculturel et plus précisément de la théorie de la vérité. Comment cette théorie de la vérité chez Averroès peut contribuer au dialogue interculturel. Et quand j'ai reçu la thématique du congrès, j'ai commencé à voir comment Averroès voit le beau et voit aussi l'éthique ou la morale. De quelle façon je peux conjuguer la rationalité avec l'esthétique et l'éthique. Dans l'article que j'ai publié, j'ai montré la crise de la rationalité dans l'épistémique islamique ne peut pas être comprise indépendamment d'une certaine conception de vérité. Et là, je vais mettre le lien entre éthique et esthétique et de montrer que la crise de rationalité est aussi une crise de l'éthique et une crise de l'esthétique dans le monde islamique ou le monde arabo-islamique. Alors, la question qui m'a orientée ou qui oriente cette piste de réflexion, qui n'est pas tout à fait mature, c'est que produit une culture lorsqu'il valorise la raison et que produit-elle à l'inverse lorsqu'elle marginalise ou la condamne. Alors, l'hypothèse que que je pourrais défendre est la suivante. La pensée d'Averroès permet de penser non seulement une théorie de vérité à voix multiples, mais aussi une esthétique de l'intellection et une morale de la responsabilité et de l'accueil. À l'inverse, la marginalisation de la rationalité engendre ce que j'appellerais une contre-esthétique et une contre-morale, une esthétique stérile fondée sur l'imitation et la répétition, et une éthique de la soumission et de la déresponsabilisation du sujet. Mais avant de rentrer dans le fond de ma communication, j'aimerais bien faire une petite biographie d'Averroès, pas dans le sens classique de la biographie, mais pour montrer la trajectoire intellectuelle et politique, le destin de la rationalité démonstrative dans les terres de l'islam. Alors, Averroès est né en 1126. Il est issu d'une grande famille et lignée du juriste et théologien. Sa formation initiale est donc pleinement islamique, ça veut dire qu'il a étudié la jurisprudence, le Coran, le hadith, tout ça, mais aussi une formation scientifique où il a étudié la médecine, la mathématique, physique et tout ça. Alors, cette double appartenance intellectuelle a fait que la rationalité n'est pas étrangère de l'islam, n'est pas hostile à la révélation et est constitutive de son intelligibilité même. Alors, Averroès est magistrat et médecin du calife, al-Muwahhad, tente d'introduire l'herméneutique rationnelle dans la compréhension de la révélation, dans l'interprétation de textes et dans la jurisprudence et l'application de la charia. Et cette tentative de fonder la vérité sur la raison ne tarde pas à susciter l'hostilité des autorités religieuses, l'accusant de détourner les croyants de troubles de l'ordre établi et de menacer la foi. Alors Averroès est marginalisé, puis exilé. Il meurt à Marrakech en 1198, mais ce n'est pas tant sa mort qui a marqué les consciences, c'est plus ce qui s'est passé plus tard après sa mort. Les autorités à Marrakech décident de renvoyer le corps en Andalousie avec 6 œuvres et sur le dos d'un mulet. Alors, le cercueil d'Averroès est placé d'un côté et ses livres de l'autre côté afin de faire contrepoids. Et cela, le philosophe Sophie Ibn Arabi témoin de cette scène en disant « d'un côté le maître, de l'autre côté de l'autre 6 œuvres,
« Ah, si je pouvais savoir si ces espérances ont été réalisées ». Alors, à travers cette scène, c'est pas juste un homme qui était transporté, mais aussi le sort d'une rationalité et le sang qui était exilé, déplacé et rendu suspect. Et c'est à partir de ce constat que je propose de revenir au socle coranique de la raison afin de comprendre comment Averroès a pu penser l'intellection comme beauté et la rationalité comme éthique de la responsabilité. Alors, dans la conception coranique, et contrairement à une idée largement répandue, la conception coranique de la raison ne réduit jamais la rationalité à un simple instrument cognitif neutre. Dans l'anthropologie coranique, la raison est valeur, et une valeur à la fois éthique et esthétique. Al-aql zinatu al-insan, une véritable parure de l'humain. Le Coran s'adresse à l'homme en tant qu'être capable de raisonner. Il interpelle sans cesse l'intelligence en fait de la compréhension al-fahm et de discernement, la condition même de l'avènement du sens. Alors, cette exigence est claire dans plusieurs versets coraniques. Par exemple, je donne pour les gens qui raisonnent, afin que vous raisonnez, il y a plusieurs versets. Et le statut ontologique de l'humain est fondé sur une rationalité, pas juste sa beauté, mais aussi son statut ontologique, ce qu'est fait l'humain. Et c'est pour ça qu'on trouve plusieurs versets qui parlent que la distinction entre l'humain et l'animal, c'est le jugement, c'est l'intellection. Puis on trouve aussi la responsabilité morale de l'individu est basée sur la raison. Comme nul ne portera le fardeau d'autrui, plusieurs versets comme celui-là. Alors le terme kasb, c'est pas juste un kasb automatisé, mais aussi désigne un acte intentionnel issu d'un choix réfléchi et non une soumission aveugle à une norme extérieure. Et le taklif, c'est une obligation morale aussi fondée sur une responsabilité éthique. Alors, contrairement à ce que les juristes font passer que l'humain, avant tout, est un abd, un serviteur soumis à l'autorité des juristes et l'autorité des pouvoirs en place, il revient directement à Averroès dans le texte coranique pour fonder une anthropologie de beauté et de responsabilité fondée sur la rationalité. Et ce n'est pas n'importe quelle rationalité, mais la rationalité démonstrative. Alors, l'éthique de l'intellection. L'esthétique de l'intellection de Logos. Alors, la raison démonstrative comme forme de beauté intellectuelle, et là, en arrivant un peu à le centre de ma communication. Alors, la rationalité démonstrative n'est pas seulement vraie, mais elle est belle. Dans le discours décisif, Averroès montre que la rationalité n'est pas juste un simple outil technique, mais un mécanisme abstrait de validation, ni comme un mécanisme abstrait de validation logique. Elle possède des propriétés formelles qui révèlent pleinement de ce que l'on peut appeler une esthétique intellectuelle. Elle est d'abord ordonnée, elle progresse selon des principes clairs, sans saut arbitraire, sans rupture violente dans le raisonnement. Elle est ensuite harmonieuse, les prémices et les conclusions s'articulent les unes aux autres dans une continuité intelligible. Elle est enfin proportionnée, elle ajuste les moyens cognitifs à la nature de l'objet étudié sans excès, sans déficit. Autrement dit, le raisonnement démonstratif possède une forme et cette forme n'est pas indifférente. Et le logos démonstratif constitue ainsi une véritable forme esthétique. La clarté du raisonnement, l'élégance de ces logismes, la cohérence interne de l'argumentation produisent une intelligibilité qui est déjà en elle-même une forme de beauté. Alors, chez Averroès, penser n'est jamais une opération neutre. L'intellection apparaît comme une activité noble, engageant les facultés les plus élevées des êtres humains. Un exercice d'excellence intellectuelle. Il ne s'agit pas d'accumuler les opinions, mais de former l'intellect, le raisonnement.
Et cette exigence trouve son fondement dans la conception de l'intellect universel. Cette conception, quand j'ai rédigé mon texte que j'ai publié, je lui donnais une forme de dialogue que les humains ensemble, c'est une harmonie humaine, collective. L'intelligence, quand l'humain mord et part, c'est l'intellect qui reste, et cet intellect est accumulatif et qui résume tout le génie humain. Et ce génie humain est vraiment basé, selon Averroès, sur une rationalité démonstrative et qui est harmonieuse. Alors, l'harmonie est aussi partagée et une production collective, pas juste individuelle. Ce n'est pas l'individu qui pense, mais aussi les individus. Et Cordo est la preuve. Parce qu'on voit, par exemple, les textes de traduction, c'est des textes qui passent d'une langue à une langue, et c'est un effort collectif, on voit l'harmonie, la beauté du texte et de l'intelligence humaine. Alors la beauté comme intelligence de l'ordre, la beauté ne relève pas d'une esthétique sensible chez Averroès autonome et ne se définit ni par le plaisir immédiat, ni par l'émotion subjective. Elle procède d'abord par une intelligence de l'ordre du réel. Le beau se manifeste dans l'ordre, tartib, la cohérence nizam, la proportion et la finalité des êtres en tant qu'ils sont compris par l'intellect. Cette conception s'enracine directement dans la lecture rigoureuse et systématique que Averroès a fait d'Aristote dans Kitab Talkhis Kitab al-Nafas et le tafsir Ma Ba'da at-Tabi'a. Dans son commentaire de la République d'Aristote, Averroès analyse le plaisir suscité par les images peintes. Et là, c'est une autre piste que je vais juste parler rapidement, mais c'est vraiment qui demande beaucoup de travail pour y aller l'élaborer profondément. C'est que pour Averroès, l'image, c'est comme l'enseignement. L'art, dans cette perspective, n'est jamais évalué à partir d'un critique esthétique autonome, mais il est évalué à partir de sa capacité à rendre le réel intelligible. Ça veut dire le peintre, quand il dessine la nature, il essaye par l'intellection de rendre cette nature plus visible et comme imiter la nature d'une façon identique. Et hier, M. Benchir a parlé un peu de ça dans le livre de La République de Platon, que moi je n'ai pas vu, mais j'ai vu cet ouvrage-là. Mais ça, c'est l'humain qui imite le créateur. Ça veut dire imiter la nature en imitant plus ou moins les créateurs. Mais toute cette opération, ce n'est pas une opération de sensible, mais c'est une opération de l'intelligence supérieure. Et c'est là où il réside la beauté de l'humain et du créateur aussi, le Dieu. La rationalité comme fondement de l'éthique de la responsabilité. J'ai élaboré cette conception dans mon texte de la vérité par un autre à la vérité par soi-même. Et ça, c'est vraiment ce qui a rendu Averroès persécuté et vraiment ne pas l'accepter. Et ne pas l'accepter pas juste dans le contexte islamique, mais aussi européen. On a vu comment les Averroésiens étaient persécutés et les livres d'Aristote étaient aussi persécutés. Et même Thomas d'Aquin, il a dit que il a traité les Averroésiens et leur maître, le maître qui est Averroès, et Aristote comme des gens qui sont alignés. C'était une critique. Alors à l'époque, c'est pas juste Averroès n'était pas accepté par les musulmans, mais par tout le monde. À l'époque, c'était la domination du religieux. Il n'y a que Dieu. Et il faut être soumis à Dieu dans n'importe quelle religion. Et on ne peut pas dépasser les limites que Dieu a mis en place par les autorités des religieux. Averroès est venu puis l'a renversé. L'humain est capable de réfléchir. Et même quand le texte, quand on arrive on pourrait dire, à une réflexion et qu'on voit que le texte dit le contraire, on doit suivre la réflexion qui vient de la raison. Alors quand on compare entre raison et texte, lui, il défend la raison. L'humain est capable de produire la vérité et de construire les savoirs et de connaître l'univers. Alors cette façon
C'est le fondement, penser par soi-même, et le fondement d'une éthique de la rationalité d'Averroès, une éthique de la responsabilité, qu'on voit par exemple chez Lévinas actuellement, mais chez Averroès depuis le XIIe siècle. Alors, dans le discours décisif, Averroès propose pas seulement une prise de position, parce que le traité décisif, pour nous, c'était une prise de position juridique sur le statut de la philosophie en terre de l'islam, mais plus que ça, et plus profondément, c'est une éthique de la responsabilité intellectuelle, fondée sur la possibilité pour l'être humain d'accéder à la vérité par l'usage de son propre raisonnement. Alors, au lieu de chercher le salut par un être qui est supérieur, qui est Dieu et qui est représenté par les gens de religion, c'est de trouver le salut par soi-même. Ça veut dire être responsable de son choix. Et là, quand j'ai parlé du verset coranique, il s'est appuyé sur le Coran pour mettre en avant cette perspective. L'individu en tant qu'être mortel ne dure pas de... Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, cette responsabilité, une responsabilité collective. C'est de produire collectivement par l'intellect universel. Alors, réactiver la responsabilité humaine dans un monde dominé par l'hégémonie d'un Dieu unique sans dissoudre l'homme dans toute puissance divine. Qu'est-ce qui arrive quand on marginalise la rationalité? Chez Averroès, la réponse est sans ambiguïté. Ce n'est pas seulement une... on arrive à une... quand on marginalise la rationalité démonstrative, on tombe dans une productivité qui ne progresse plus. Elle répète, elle ne démontre plus, elle imite, elle ne cherche plus les causes, elle accumule des opinions. La démonstration qui s'oppose ordre, proportion, articulation rigoureuse cède alors la place à la répétition mécanique. Averroès formule ce diagnostic avec une radicalité frappante dans le discours décisif. Puis la marginalisation de la raison mène à une morale de la soumission et disparition du sujet. Et les effets de cette marginalisation ne sont pas seulement esthétiques, mais aussi moraux. Lorsque la vérité provient exclusivement d'un autre, autorité religieuse, juridico-institutionnelle, le sujet est progressivement déchargé de la responsabilité de penser. Il ne devient plus auteur, mais exécutant. Lorsque la vérité vient toujours d'un autre, le sujet n'est plus responsable, il n'est plus à juger, mais à appliquer. Il n'a plus à comprendre, mais à obéir. La pensée critique devient dangereuse et parce qu'elle menace l'ordre établi du discours autorisé. Alors, la figure du sujet pensant disparaît et est remplacée par celle du troupeau. Une collectivité homogène, disciplinée, mais privée d'autonomie intellectuelle. Alors, pourquoi aujourd'hui Averroès est important? Pourquoi au XXe siècle, on revient à un penseur, philosophe du XIIe siècle pour penser l'éthique et l'esthétique? Et la réponse est simple. On est en même temps profondément... parce que les configurations contemporaines de la vérité réactivent sous d'autres formes les mêmes tensions que celles qu'Averroès avait déjà identifiées. Nous vivons dans des sociétés où la vérité est à nouveau largement externalisée. Elle provient d'instances expertes, d'institutions, du discours autorisé scientifique, religieux, idéologue ou médiatique. Cette externalisation n'est pas en soi illégitime, mais elle devient problématique lorsqu'elle s'accompagne d'une déresponsabilisation du sujet, et on a vu ça avec les vaccins. Lorsque comprendre n'est plus requis, lorsque répéter suffit, lorsque l'adhésion remplace le jugement, nous retrouvons exactement le schéma analysé par Averroès. La raison est souvent réduite à l'efficacité, la rationalité devient instrumentale, gestionnaire, et il produit des résultats, mais plus nécessairement la beauté du sens. Dans le monde islamique, ça c'est partout, mais dans le monde islamique, on a vu que la marginalisation historique de la rationalité démonstrative continue de produire ses effets. La vérité religieuse reste souvent médiatisée exclusivement. Des autorités religieuses et les sujets croyants peinent à se penser comme responsables de sa compréhension. Et enfin, surtout, la pensée d'Averroès nous rappelle une vérité souvent oubliée. Penser est un acte moral. Penser par soi-même, ce n'est pas seulement produire des idées, c'est répondre à ce que l'on affirme et ce que l'on transmet et ce que l'on accepte.
dans un monde saturé de discours, de certitudes rapides et de vérités prêtes à emploi. Merci beaucoup pour votre attention.